Le dossier principal sera consacré au genou. En effet, vous le savez tous, le genou est une articulation très sollicitée, souvent touchée et en tout cas passionnante à étudier. Alors, pour mieux comprendre tous les mécanismes du genou, il faut d'abord bien connaître l'anatomie du genou. Aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser à l'anatomie osseuse et l'anatomie ligamentaire du genou. Ensuite de quoi, nous irons sur les traces d'une sportive de haut niveau, d'une athlète sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Séoul, et nous verrons quel rôle les kinésithérapeutes peuvent jouer dans la préparation des sportifs de haut niveau. De la naissance jusqu'à l'âge de 6 semaines, un nourrisson respire uniquement par le nez. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 6 semaines que progressivement, il va acquérir une respiration à la fois buccale et nasale. Donc les entorses du pouce sont une pathologie très fréquente au niveau de la main. Elles se rencontrent dans la moitié des cas en pratique sportive. Nous allons partir au CHRU de Grenoble et nous allons vous présenter la chirurgie et la kinésithérapie concernant l'entorse de la métacarpophalangienne du pouce. Ensuite, en compagnie du docteur Baron, qui est directeur de recherche au CNRS, et en compagnie aussi de Jean-François Fabre, qui lui est docteur en sciences et kinésithérapeute, nous parlerons des expériences réalisées dans le domaine de l'activité tonique posturale orthostatique. Enfin, pour terminer, nous poursuivrons notre étude de la kinésithérapie respiratoire, plus particulièrement chez le nouveau-né. Et pour ça, bien sûr, nous retrouverons deux spécialistes, Claude Vincent et Christian Fosser. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. يلعب العلاج التأهيلي والفيزيائي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الإنسان، حيث يساهم أخصائي العلاج الطبيعي الترويض الطبي في منع وتقويم العجز وحالات الإعاقة الشديدة. تشير كتب التاريخ والمقالات العلمية أن مهنة العلاج الطبيعي تعد من أقدم المهن على وجه الأرض، وأن أطباء أمثال أبوقراس وبعده غالينوس كانوا هم أول من مارسوا العلاج الطبيعي وتقنيات العلاج اليدوي والعلاج بالماء لعلاج المرضى في عام 460 قبل الميلاد. كما ينسب أهل الاختصاص النهضة الحقيقية لمجال العلاج الطبيعي إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، مباشرة لإعادة تأهيل مصابي الحروب، حيث يشكل إعادة تأهيلهم هاجسا كبيرا في ذلك الوقت. ومع تطور الطب أصبح مجال العلاج الطبيعي واحدا من أهم المجالات، خاصة مع دخول التكنولوجيا إليه وتطور الأبحاث الطبية فيه، حيث أنه بات عاملا مهما في طب القلب والمسنين والأمراض العصبية والعظمية وكذلك طب الأطفال. ولقد ارتأيت في قناة علوم للعموم تسليط الضوء على جانب تاريخي لهذا الاختصاص بتقديم سلسلة من الفيديوهات القديمة عنه للمختصين وللمهتمين بهذا المجال، وهي من مكتبتي وأرشيفي الخاص. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد ودعم الفيديو بزر الإعجاب. Qui sommes-nous? Eh bien, il s'agit de l'association de professionnels kinésithérapeutes et de professionnels de l'image, journalistes et techniciens. Autour d'eux également des groupes d'experts qui viendront alimenter les différentes rubriques que nous vous proposerons dans chacun de ces numéros. Alors Jean-Étienne, exemple tout de suite. Pour ce premier numéro, quel est le sommaire? Quelles sont ces rubriques? Eh bien donc dans ce premier numéro de Kiné Vidéo, le dossier principal sera consacré au genou. En effet, vous le savez tous, le genou est une articulation très sollicitée, souvent touchée et en tout cas passionnante à étudier. Alors pour mieux comprendre tous les mécanismes du genou, il faut d'abord bien connaître l'anatomie du genou. Aujourd'hui donc nous allons nous intéresser à l'anatomie osseuse et l'anatomie ligamentaire du genou. Ensuite de quoi, nous irons sur les traces d'une sportive de haut niveau, d'une athlète sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Séoul, et nous verrons quel rôle les kinésithérapeutes peuvent jouer dans la préparation des sportifs de haut niveau. Enfin, côté travaux pratiques, nous vous proposerons également une démonstration d'une contention strapping de la cheville. Voilà donc résumé les grands dossiers que nous avons traités aujourd'hui dans Kiné Vidéo. Très bien, alors assez de bavardage, tout de suite le premier sujet, l'anatomie du genou, spécialement les pièces osseuses du genou. Les particularités anatomiques permettent de mieux comprendre la physiopathologie. Et ici, il s'agit d'étudier plus particulièrement l'articulation fémoro-tibiale. Elle unit l'extrémité inférieure du fémur à l'extrémité supérieure du tibia. Ici, on distingue très nettement la trochlée. Vu en enfilade, le versant externe apparaît plus large et plus saillant. Il empêche la rotule de se luxer en dehors, tandis que le versant interne est plus court. Les deux condyles, avec des axes divergents, sont séparés par l'échancrure intercondylienne qui permet de laisser la place nécessaire aux ligaments croisés. Le condyle externe apparaît avec son axe dirigé d'avant en arrière, tandis que l'axe du condyle interne, lui, est segmenté, présentant un aspect à pan coupé.
Cet aspect à pan coupé permet au condyle interne de pivoter sur la glaine interne du tibia, alors que le condyle externe se déplace d'avant en arrière sur la glaine externe. À partir des pièces osseuses, on peut donc clairement observer que tous les éléments internes ont un rôle dans la stabilité, alors que les éléments externes du genou sont les facteurs de la mobilité. Enfin, dernier aspect à noter sur cette image, on remarque la présence des tubercules condyliens externes et internes que l'on retrouvera facilement sous la peau à la palpation. Mais surtout, c'est sur ces deux tubercules que viennent s'insérer les ligaments latéraux. Après l'extrémité inférieure du fémur, on descend maintenant vers l'extrémité supérieure du tibia. Dans ce plan vu de dessus, si on constate que les glaines tibiales sont concaves transversalement, une vue de profil fait ressortir la convexité de la glaine tibiale externe. C'est sur cette convexité de la glaine tibiale externe que viendra rouler et glisser le condyle fémoral externe, tandis que le ménisque vient jouer son rôle de pièce intercalaire. D'autre part, le cartilage remonte sur l'épine tibiale qui sert de butoir dans les mouvements latéraux des condyles. Par une vue interne de l'extrémité supérieure du tibia, on aperçoit très nettement, délimité par son aspect à angle droit, le repère radiologique du rebord postérieur de la glaine tibiale interne. On peut relever également une autre particularité. Cette glaine tibiale interne forme une légère cuvette dans laquelle se stabilise le condyle interne lors des mouvements du genou. Enfin, dans la gouttière située sur la face interne de la glaine, vient cheminer le tendon réfléchi du demi-membraneux. Ne quittons pas le genou. Après l'anatomie osseuse, l'anatomie ligamentaire, ce sera le dossier principal de cette émission. Nous vous le disions en introduction, des experts viendront régulièrement dans cette émission vous présenter un certain nombre de sujets et vous apporter l'information, la formation de plus haut niveau, la plus performante. Ce sera le cas pour ce sujet, puisque le professeur Philippe Segal, chirurgien spécialiste du genou, a accepté de nous présenter, de vous présenter cette anatomie ligamentaire sur pièce de dissection. Pour mieux étudier le plan capsulo-ligamentaire, nous avons resséqué les masses musculaires, la longue portion du biceps en gardant simplement son insertion sur la tête du péroné. Nous avons resséqué le fascia lata en ne gardant que les insertions sur le tubercule de Gerdy. Le ligament latéral externe part du tubercule condylien externe, se dirige sur la tête du péroné. En avant du ligament latéral externe, on trouve les formations antéro-externes qui renforcent la capsule, englobent le ligament latéral externe et se dirigent vers l'insertion postérieure et supérieure du jumeau externe et de la coque condylienne externe. À la face postérieure du tibia, après avoir resséqué les muscles jumeaux externes et jumeaux internes, on découvre un muscle important à forme triangulaire inséré à la face postéro-supérieure du tibia. Ces fibres se dirigent obliquement en haut et en dehors pour se terminer sur un tendon qui va s'engager sous le complexe arqué poplité, c'est-à-dire sous les expansions du ligament latéral externe. Alors, le tendon du poplité naît à la face postéro-externe du tibia. Il se dirige oblique en haut et en avant et va se réfléchir sous la poulie formée par le ligament poplité arqué. Ce ligament poplité arqué naît de la face supérieure du péroné et se dirige vers la coque condylienne externe et la fabella. Le tendon du poplité que l'on découvre ici
entre le ligament latéral externe et le tendon du ligament poplité arqué va traverser le mur méniscal externe, passer sous le ligament latéral externe et venir s'insérer en avant du ligament latéral externe sur le condyle externe. Au bord supérieur du tendon du poplité, on remarque des expansions fibreuses qui viennent s'insérer sur le ménisque externe et qui vont stabiliser la corne postérieure du ménisque externe. Lorsqu'on relève le tendon du jumeau interne, on découvre la coque condylienne interne avec quelquefois une fenêtre qui explique l'issue du liquide synovial dans un éventuel kyste poplité. On découvre le tendon du demi-membraneux qui possède classiquement 3 tendons d'insertion, un tendon direct au bord postéro-interne du tibia, un tendon réfléchi que nous verrons tout à l'heure avec la face interne du genou et un tendon récurrent qui se dirige obliquement sur la coque condylienne externe en direction de la fabella. À noter qu'il existe un ligament postérieur oblique qui va s'insérer sur la coque condylienne interne et sur le mur méniscal, qui est le ligament postérieur oblique décrit par M. Euxton. Pour mieux explorer la face interne, nous avons relevé les tendons de la patte doigt. On voit très bien à la face profonde le droit interne, le demi-tendineux. On voit apparaître sous les tendons de la patte doigt les fibres basses du ligament latéral interne au bord postérieur et interne du tibia. Le ligament latéral interne va avoir ses insertions fémorales au niveau du tubercule condylien interne. Ce tubercule condylien interne est situé juste en dessous du tendon du 3e adducteur. Venant de la face postérieure, le tendon du demi-membraneux que nous avons vu à la face postérieure, et on distingue ici beaucoup mieux le ligament postérieur oblique de Euxton qui vient s'insérer sur la coque condylienne interne. Le point d'angle postéro-interne est défini par ce triangle au bord postérieur du ligament latéral interne et au bord antérieur de la coque condylienne interne. Les expansions de l'aileron rotulien interne ont été ici resséquées. Sur le genou en flexion, on découvre dans l'échancrure intercondylienne le pivot central. Il est constitué de 2 gros ligaments. Le ligament croisé antéro-externe qui naît en avant sur le tibia au niveau de l'épine tibiale antéro-interne, qui se dirige obliquement en haut et en dehors pour s'insérer à la face postérieure du versant axial du condyle externe. Le ligament croisé postérieur trouve son origine très en avant sur la face axiale du condyle interne et se dirige verticalement en arrière pour s'insérer à la face postérieure et médiane du tibia. Ces 2 ligaments sont croisés dans les 2 plans et vont pouvoir s'enrouler l'un sur l'autre. On voit ici l'insertion de la corne antérieure du ménisque externe, dont les insertions sont très intriquées avec le ligament croisé antérieur. Voilà, pour ce dossier volumineux et important, nous vous proposons maintenant d'aller prendre l'air un petit peu, de nous aérer à la rencontre d'une athlète de haut niveau, de très très haut niveau. Il s'agit de Françoise Bonnet, qui a été sélectionnée pour les Jeux Olympiques
de Séoul. Pourquoi ce sujet? Eh bien parce que la pratique intense des sports entraîne des pathologies. Vous recevez tous dans vos cabinets des sportifs, de différents niveaux d'ailleurs, et la différence peut-être entre les athlètes de très haut niveau et les sportifs que vous rencontrez, c'est pour les premiers une meilleure préparation et surtout un meilleur suivi. Alors nous allons voir un petit peu comment travaille cette athlète, Françoise Bonnet, mais au fait, qui est Françoise Bonnet? Pour faire connaissance avec Françoise Bonnet, mieux vaut avoir du souffle, car depuis 16 ans, elle court et collectionne titres et performances. Championne de France du 3000 et du marathon en 86, vainqueur du marathon de Montréal en 85, seconde de celui de New York en 87, à la dernière Coupe d'Europe, elle s'est classée 7e. Pour participer à de telles épreuves, cette femme de 31 ans doit s'astreindre à un entraînement rigoureux. Chaque jour, 2 heures de petites foulées matin et soir, des kilomètres et des kilomètres parcourus sous l'œil attentif de l'entraîneur. Et puis aussi, un programme complet d'étirements a été mis au point par un kinésithérapeute et l'entraîneur de Françoise Bonnet. Ainsi donc, le kinésithérapeute intervient de manière préventive dans la préparation de l'athlète afin d'éviter tout accident musculaire. Ces étirements ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de compléter l'échauffement cardiovasculaire du coureur à pied. Le coureur à pied met en mouvement son cœur, ses poumons, mais ses muscles ne s'échauffent pas du fait de la course qui est lente. Alors on complète cet échauffement par des exercices d'étirement. Et le deuxième objectif de ces étirements, c'est un objectif de récupération. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, les muscles sont fatigués, sont pleins d'acide lactique, donc de déchets du métabolisme musculaire. Et il faut, si vous voulez, nettoyer le muscle, donc l'assouplir et l'étirer. Donc il faut à la fois donc entretenir les muscles, mais on a vu aussi que Françoise buvait beaucoup d'eau. Alors, quelle est la nécessité de récupérer comme ça en buvant de l'eau pour un athlète? C'est tout à fait exact. C'est un excellent moyen de bien récupérer, de mieux récupérer. Et le point important, c'est peut-être qu'il faut boire avant d'éprouver la soif. Il faut donc précéder le besoin. Et si vous voulez, le fait de boire nous amène à deux objectifs. Premièrement, c'est nettoyer le muscle et éviter par là même tous les problèmes de contracture et de tendinite. Et le deuxième point important, c'est surtout abaisser la température corporelle pour maintenir une bonne qualité de performance. Est-ce qu'il y a un secret pour bien réussir un marathon? Alors je crois qu'il y a plusieurs secrets, il n'y a pas un seul secret. Je pense qu'il y a tout d'abord la volonté, ensuite la motivation, c'est-à-dire de pouvoir s'entraîner et aussi longtemps, aussi dur, parce que l'entraînement du marathon c'est un entraînement qui est dur, qui est fastidieux. Et aussi, bon, il y a comme je vous dis le charme de l'épreuve, où tout peut arriver. Quelles sont les angoisses donc du coureur de fond? C'est vrai, comme vous dites, on a beaucoup d'angoisse. Et je crois personnellement, la première angoisse, c'est d'abord l'appréhension de la distance. 42 km, bon, c'est quand même une distance déjà assez longue. Et on se demande toujours si on va arriver au bout. Ensuite, la deuxième angoisse, c'est un problème peut-être physiologique. Disons qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut nous arriver. On peut avoir un accident. L'expérience a prouvé dans mon cas personnel que l'année dernière j'ai eu un accident, une arcade sourcilière ouverte, j'ai eu des problèmes intestinaux cette année lors de la Coupe d'Europe, donc vous voyez que tout peut arriver dans le marathon, mais je crois que c'est le charme aussi de cette épreuve et qui fait que tant de gens ont envie de tenter le marathon. Comment se remet-on d'un marathon? La récupération est très très importante. D'abord, après le marathon, après l'épreuve, personnellement j'observe une semaine sans courir. J'ai besoin de mettre les baskets au repos, si vous me permettez l'expression. Ensuite, après cette semaine de repos, je reprends l'entraînement très doucement, c'est-à-dire 4-5 séances de footing, doucement retrouver des sensations. Et j'observe aussi énormément de séances de kinésithérapie, donc d'étirement, de massage, de bains chauds, de façon à faire récupérer les muscles. Je crois que le mois après le marathon, on peut seulement envisager un entraînement normal. Mais 15 jours après le marathon, c'est encore trop tôt. Le marathon est une épreuve très dure physiologiquement, donc il faut récupérer de cette épreuve. Il y a 4 ans, à Los Angeles, le marathon féminin devenait discipline olympique. Depuis 2 ans, Françoise Bonnet s'était fixé Séoul comme objectif. En prenant la 14e place, Françoise s'est classée comme la meilleure des 3 Françaises participant à ce marathon. Aujourd'hui,
Elle se remet doucement de l'épreuve et bientôt, cette femme qui chausse du 37,5 pourra à nouveau remettre ses baskets. Les chaussures sont le point essentiel du matériel du marathonien. Bon, personnellement, moi j'ai une pose de pied qui est très active au sol, hein, donc je demande à mes chaussures de répondre à cette demande de pied actif au sol. Hein. Donc je demande qu'elles amortissent bien, qu'elles soient nerveuses, donc, hein, c'est-à-dire qu'elles répondent bien à l'impact que mon pied pose au sol. Et je demande aussi qu'elle soit légère, hein, parce qu'un marathon c'est quand même 42 km et si vous courez avec des sabots, je peux vous dire que cela fait très lourd au niveau des jambes à la fin du marathon. Le massage aussi est un élément déterminant pour la préparation des sportifs de haut niveau. Et cela aussi bien avant qu'après la compétition. Les massages ont un rôle de récupération, de façon à assouplir les muscles, de façon à récupérer de toutes les contractures. Et ça permet aussi de courir plus longtemps et plus vite. L'idéal serait de se faire masser 2 à 3 fois par semaine, hein, mais personnellement, moi, ça m'est quand même difficile, hein, parce que j'habite à la campagne. Et puis, en plus, bon, il faut trouver un kinésithérapeute qui soit disponible hein, pour masser. Parce qu'une séance de massage dure quand même 3/4 d'heure à 1 heure. Hein. Le kinésithérapeute fait donc partie intégrante de l'équipe médico-technique, aussi bien pour la préparation que lorsqu'il est amené à soigner une pathologie liée aux activités sportives. Cette présence régulière fait qu'il s'établit une véritable relation psychologique entre l'athlète et le kiné. Voilà, et je crois qu'on peut remercier encore Françoise Bonnet d'avoir accepté la visite, la présence d'une de nos équipes juste avant les Jeux Olympiques. Sur ce plateau, un invité, ce sera le cas dans chaque émission, un ou plusieurs invités d'ailleurs. Paul Laurin, qui est un des vôtres, vous êtes, kinésithérapeute généraliste et vous travaillez en milieu rural. C'est exact. Hein, je suppose que dans ce cas, vous n'êtes pas le seul, fort heureusement. Ça représente combien à peu près dans la profession? 30 à 40% des professionnels exercent en milieu rural. Ah oui, quand même. Et je suppose que dans certains départements, c'est plus important encore. Absolument. Les départements ruraux, comme dans le centre, bien sûr. La proportion peut au moins 60%, disons, parfois. D'accord. Alors, nous verrons dans un instant avec vous les problèmes de formation, comment vous les abordez et comment vous souhaitez les aborder dans l'avenir, formation continue. Mais avant cela, je vais me retourner vers Jean-Étienne. Pour une sélection, ce sera le cas également dans chaque émission, une sélection soit de livres, de revues ou encore d'articles de presse qui peuvent vous intéresser très directement. Alors, dans ce numéro, au sommaire, Jean-Étienne? Eh bien, tout d'abord, dans une revue professionnelle et très intéressante, Kinésithérapie scientifique, un excellent sujet, un excellent texte signé d'ailleurs de Christian Martin, qui traite des rapports entre les endorphines et les encéphalines avec la mise en œuvre de la massokinésithérapie. C'est un ouvrage très très bien fait et véritablement une véritable thèse d'ailleurs sur ce sujet. Un ouvrage scientifique également vient de paraître, il est signé du docteur Baudouin-Quironi et il s'intitule « Les pathologies de l'épaule ». Plus spécialement, il s'agit des diagnostics et des traitements par la méthode Cyriax. Alors la méthode Cyriax, bien sûr, tous les kinésithérapeutes la connaissent, mais l'avantage de ce livre-là, c'est que c'est une remise à jour de la méthode Cyriax, avec en plus dans cet ouvrage des textes courts et également de nombreux schémas et de nombreuses photographies qui viennent illustrer les propos du docteur Quironi. Je vous signale également la parution très récente d'un ouvrage signé Bernard Redondo, un ouvrage mixte, un ouvrage qui s'adresse aussi bien à vous, kinésithérapeutes, qu'à vos patients. Il s'intitule donc Gymnastique d'équilibre, entraînement au maintien corporel. C'est un ouvrage dans lequel vous pourrez puiser quelques informations. Vous pourrez aussi en conseiller la lecture donc à vos patients. Et puis je vous signale également que s'est tenue récemment, c'était à la fin du mois d'août, l'Assemblée générale du comité permanent de liaison des kinésithérapeutes d'Europe. C'est un sujet très important car en effet, quel rôle devront jouer les kinésithérapeutes dans l'Europe de 1992? C'est d'ailleurs un sujet sur lequel nous reviendrons dans le prochain numéro de Kiné Vidéo. Absolument. Alors Paul Laurin, nous n'allons pas complètement ouvrir ce débat évidemment, mais 92, il faut bien l'évoquer en matière de formation notamment, oui. Puisque je suppose que depuis des années, bien sûr, vous vous formez, vous et vos collègues, mais est-ce qu'à l'approche d'une ère dont on ne sait pas très bien ce qu'elle sera, d'ailleurs avec peut-être des concurrences nouvelles, vous sentez un besoin un petit peu différent de formation? Les kinésithérapeutes français ont besoin de parfaire leur niveau et de garder le niveau actuel qui est très bon, mais face à une éventuelle concurrence étrangère, il nous faut regarder au-delà des frontières et pratiquer et apprendre les techniques qui sont enseignées et pratiquées dans ces pays. Alors je suppose que l'un de vos problèmes, c'est que vous êtes très occupés les uns et les autres et vous n'avez pas beaucoup de temps par jour à consacrer à cette formation. Heureusement pas beaucoup de temps et nous devons faire appel à des produits qui nous permettent de pouvoir travailler le soir
en dehors des séminaires et des stages que nous pratiquons tout de même. Et vous le disiez à l'instant, bon, une ouverture en quelque sorte vers les autres pays, mais aussi peut-être une ouverture vers d'autres disciplines qui sont périphériques à la kiné. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes par exemple très intéressés par les progrès, entre autres, de la chirurgie de la traumatologie, en chirurgie du sport. Et ce genre de document que nous venons de voir, nous en sommes très demandeurs. Je suis très intéressé par ce type de document parce que nous n'avons pas toujours l'occasion de sortir de nos cabinets pour voir ce type d'intervention. Mais c'est vrai qu'il est rare de pouvoir accéder d'abord dans une salle d'opération pour pouvoir assister à ce genre de... Nous sommes tout à fait demandeurs de ce type d'information. Très bien. Alors, en matière de formation, là nous allons voir un autre sujet qui est, je dirais, plus directement lié à votre profession. Nous disions aussi tout à l'heure qu'en matière de formation, visualiser le geste était important. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant avec une contention strapping de la cheville. Cette contention a été réalisée par un spécialiste. C'est un kiné du sport qui travaille avec des professionnels de haut niveau, notamment des footballeurs, mais ce que vous allez voir est bien sûr applicable à chacun de vos patients, dans la mesure où qui peut le plus, peut le moins. Alors, ce strapping, démonstration tout de suite. Le principe de la contention strapping répond à deux objectifs, soit comme choix de traitement à la suite d'une entorse, soit à titre préventif sur une cheville instable, sans pour autant se priver d'activité physique ou sportive. Dans le cas présent, il s'agit d'un accident récent sur laxité chronique. La contention strapping intervient donc comme choix de traitement. Sur cette cheville, qui présente une entorse tibio-tarsienne, on remarque le mouvement de tiroir astragalien antérieur, et puis aussi, on observe le déboîtement de l'arrière-pied en varus. Ces deux mouvements anormaux sont dus à la lésion ligamentaire, et d'ailleurs, les clichés radiologiques permettent de le constater sans aucune équivoque. Pour effectuer ce genre de contention strapping, il faut d'abord préparer la peau, c'est-à-dire raser et dégraisser à l'éther la zone qui sera bandée. Après cela, on commence par vaporiser un film protecteur de la peau qui renforce également le collage des bandes. Dans le cas présent, le kinésithérapeute a préféré procéder à un collage direct des bandes sur la peau afin d'obtenir un meilleur maintien de l'articulation. La contention pratiquée sur cette cheville a pour objet de limiter les déplacements de l'arrière-pied dans la pince bimalléolaire. Au départ, on place le pied à angle droit et on commence par coller une bande élastique sur la face interne de la cheville. On démarre en prenant appui sous la malléole et sur le calcanéum. Et on effectue un 8 avec la bande tout autour de l'articulation. On termine ainsi sur la face externe, empêchant le pied de partir en varus. Il faut bien évidemment doser la tension dans le sens du valgus. Avec les bandes collantes non élastiques, il va falloir rendre impossible le déboîtement articulaire. Comme précédemment, on démarre sur la face interne du calcanéum et on passe sous le talon. Arrivé sur la face externe, la tension sera ajustée dans un sens oblique vers l'avant, qui assure un meilleur maintien lors des mouvements de flexion plantaire. Le but étant de maintenir l'arrière-pied dans la pince bimalléolaire, l'expérience a prouvé qu'il n'était pas indispensable de remonter très haut les bandes collantes. Il est nécessaire de poser plusieurs bandes qui se recouvrent toutes partiellement et suivant l'activité autorisée, il est possible de poser plus ou moins de bandes. Il est nécessaire de maintenir cette articulation vers l'arrière et c'est dans ce but que l'on pose une bande en arrière de l'axe de flexion-extension de la tibio-tarsienne. Cette bande prend appui sur la partie basse du tendon d'Achille et empaume les faces latérales du calcanéum pour revenir se fixer au point de départ. D'autre part, le changement d'obliquité et l'utilisation d'une bande non élastique nécessitent un pli d'aisance. Enfin, cette dernière bande non élastique a pour rôle de limiter le tiroir astragalien antérieur. Le point de départ de cette bande est situé sur la face externe de l'arrière-pied, en évitant la base du 5e métatarse, dont la compression rendrait la marche douloureuse. La trajectoire de cette bande passe en avant de l'articulation tibio-tarsienne. Elle prend appui sur la malléole interne, puis sur le tendon d'Achille, pour revenir en avant de la malléole externe.
Tout cela sans tendre la bande afin d'éviter de comprimer les gouttières rétromalléolaires. Bien sûr, on peut doubler cette bande lorsque c'est nécessaire. Sinon, il ne reste plus qu'à recouvrir complètement l'articulation en partant au-dessus des bandes non élastiques et en ne laissant aucune partie de la peau à l'air libre pour éviter la formation d'ampoules. Pour confirmer l'efficacité d'une telle méthode, de nouveaux clichés radiographiques, pratiqués en position forcée, permettent de constater qu'il n'y a pas de laxité de la cheville dès que celle-ci est sous contention strapping. Vous avez maintenant une idée un peu plus précise du contenu de cette émission et des émissions à venir. Pour être tout à fait complet, encore une information. Vous le savez peut-être, vous le connaissez peut-être, le service télématique Kinespace, qui lui aussi a été mis en place d'ailleurs par vos collègues, par vos confrères kinésithérapeutes. Pour les joindre, eh bien, tapez le 3616 KSP et sur ce Minitel, vous trouverez également toutes les informations concrètes, pratiques qui vous intéressent, les informations fournisseurs entre autres, et vous retrouverez Kiné Vidéo. Nous sommes maintenant tout à fait au terme de cette émission. Nous allons nous quitter pour cette fois, je l'espère, en vous rappelant le principe de Kiné Vidéo. Il s'agit de vous proposer, à partir de janvier 1989, un abonnement annuel de 4 cassettes, c'est-à-dire une cassette par trimestre, sur laquelle vous retrouverez toutes les rubriques d'aujourd'hui et bien d'autres encore. Et pour en retrouver d'autres, eh bien, nous comptons sur vous. Nous comptons sur l'interactivité qui pourra se mettre en place entre nous. Écrivez-nous, vous allez voir l'adresse s'inscrire. Faites-nous connaître les sujets que vous voulez voir traités, les informations qui vous intéressent, les dossiers que vous souhaitez que nous développions, ou pourquoi pas, invitez-nous si vous avez quelque chose d'intéressant à nous présenter. L'adresse, vous allez la revoir à la fin de cette émission. Nous espérons tous nous retrouver dès janvier. Si cette émission vous a plu, et nous le souhaitons, faites-le savoir également autour de vous. Et puis, bien sûr, nous attendons vos abonnements. Et nous l'espérons encore une fois, rendez-vous janvier 1989. Nous allons partir au CHRU de Grenoble où nous allons vous présenter la chirurgie et la kinésithérapie concernant l'entorse de la métacarpophalangienne du pouce. Ensuite, en compagnie du docteur Baron, qui est directeur de recherche au CNRS, et en compagnie aussi de Jean-François Fabre, qui lui est docteur ès sciences et kinésithérapeute, nous parlerons des expériences réalisées dans le domaine de l'activité tonique posturale orthostatique. Enfin, pour terminer, nous poursuivrons notre étude de la kinésithérapie respiratoire, plus particulièrement chez le nouveau-né. Et pour cela, bien sûr, nous retrouverons deux spécialistes, Claude Vincent et Christian Fosser. Tout cela dans quelques minutes. Tout de suite, départ pour Grenoble, pour ce sujet traitant de l'entorse de la MCP du pouce. Pourquoi Grenoble? Eh bien parce que nous sommes au pied des pistes de ski. Et il est vrai, il faut le reconnaître, qu'en cette fin de saison hivernale, il y a quelques accidents de ski qui concernent cette entorse. Il faut savoir en effet que cette entorse, une fois sur deux, est due à un accident du sport. Et dans le cas d'accident du sport, à 80-85% des cas, il s'agit aussi d'accidents de ski. La conduite à tenir pour le traitement des entorses de la métacarpophalangienne du pouce est fonction de la gravité et donc de la laxité articulaire. Le traitement fonctionnel sera mis en œuvre pour les entorses ne présentant aucune laxité et donc une stabilité articulaire parfaite. Le traitement orthopédique sera mis en place pour les entorses présentant une laxité de moyenne importance avec ou sans arrachement osseux strictement non déplacé. Le traitement chirurgical sera lui mis en œuvre pour les entorses présentant une laxité de très grande importance et un fragment osseux déplacé. Donc les entorses du pouce sont une pathologie très fréquente au niveau de la main. Elles se rencontrent dans la moitié des cas en pratique sportive et notamment dans la pratique du ski. C'est le cas de cette jeune fille qui a eu un accident de ski il y a 2-3 jours. Le mécanisme lésionnel de ces entorses du pouce est toujours le même, c'est celui d'un mouvement forcé en abduction pour obtenir une laxité du compartiment cubital. En fait, ce n'est pas la dragonne qui emmène le pouce, mais plutôt le pouce qui se fiche dans la neige molle. La main continuant son parcours, le pouce reste bloqué en valgus forcé. Il y a alors une rupture du ligament latéral cubital de façon quasi constante au niveau de son insertion distale au niveau de la phalange,
emportant soit un fragment osseux, soit se désinsérant de la base de la phalange, soit se rompant dans son corps. Ce ligament se rétracte et, comme nous le verrons tout à l'heure, est séparé de son insertion anatomique par l'expansion de l'adducteur du pouce. Cet obstacle anatomique empêche la cicatrisation en bonne place. L'intervention se fait sous anesthésie locale en abordant la métacarpophalangienne à son versant cubital par une incision brisée ou artiforme plongeant vers la première commissure. Donc la peau est incisée en plongeant dans la première commissure. Les pointes des lambeaux sont repérées. On voit parfaitement ici le nerf collatéral dorsal cubital qu'il faut bien respecter et l'expansion de l'adducteur que l'on va ouvrir et monter sur fil pour la repérer et la refermer secondairement. C'est cette expansion qui fait obstacle lorsque le ligament latéral est rétracté et passe au-dessus d'elle. Cette expansion de l'adducteur fait obstacle à la cicatrisation en bonne position. On voit très bien ici qu'il s'agit d'une distension distale du ligament. Le relief de ligament est perceptible ici. La base de la phalange se voit sous la pince et on a une rupture distale du ligament qui est éloignée de son insertion anatomique sur la base de la phalange. L'intervention ici va donc consister à retendre l'appareil capsulo-ligamentaire chargé sur la pince pour le réinsérer en position anatomique. On voit parfaitement ici bâiller l'articulation métacarpophalangienne sans arrachement osseux dans le cas présent. Le ligament latéral cubital de la MP dans son faisceau principal ici et accessoire, qui lui n'est pas rompu, va être réinséré en transpériosté, c'est-à-dire en chargeant le périoste de la première phalange pour le retendre et le remettre in situ. Cette réinsertion peut être faite par un canal transosseux si le périoste s'avère insuffisamment résistant. Il peut aussi s'agir d'une reposition par ostéosynthèse d'un gros fragment osseux ou par un petit embrochage lorsqu'il existe un fragment osseux de taille moyenne. Le temps suivant va consister en la reconstruction de l'expansion de l'adducteur qui va venir se reposer contre le long extenseur du pouce. Et ceci par un petit surjet. On vérifie là encore la bonne mobilité sans obstacle du long extenseur du pouce. La plaie opératoire est rincée avant fermeture. La peau, une fois refermée, est mise en place un grand pansement de main, qui est en fait un pansement dérivé du pansement de Morel faciaux, qui va être laissé quelques heures, puisque l'immobilisation prévue pour 1 mois va être réalisée par une petite main en résine, que vous allez voir dans les moments qui suivent. Donc, en attendant la réalisation de cet appareillage, la main est immobilisée dans ce grand pansement anti-œdème qui fait l'hémostase
Donc nous avons vu le traitement chirurgical de ces entorses du pouce. Il faut insister sur des petits détails qui poussent à ce traitement chirurgical. Le premier, c'est bien sûr l'existence de l'effet Stener, c'est-à-dire de l'impossibilité pour le ligament latéral de revenir adhérer à sa position anatomique et donc d'être consolidé en situation. Cette laxité induite par le recul du ligament sera source de laxité chronique, donc d'instabilité de l'AMP du pouce, d'où force diminuée, douleur, prise cylindrique impossible ou douloureuse, ou en tout cas diminuée. Mais il faut aussi insister sur les petits fragments osseux qui sont source, si le pseudarthrose, de douleur, puis aussi d'instabilité si le recul du ligament est important, et de simples petits fragments osseux, même non déplacés, si le pseudarthrose, peuvent être source de douleur et amener secondairement à une chirurgie nécessitant leur ablation pour justement faire céder ces douleurs. C'est un cas relativement rare, mais il nous arrive d'intervenir sans laxité, je le répète, sur des petits fragments osseux pseudarthrosés. Nous avons tendance donc à pousser les indications sur ces fragments osseux, gros ou petits, afin d'éviter ces inconvénients. Et enfin, on pourrait conclure sur le traitement chirurgical de l'entorse de l'AMP du pouce, du moins dans son compartiment cubital, c'est qu'il doit être assez large et volontiers chirurgical. Il vaut certainement mieux pêcher par excès que pêcher par défaut. Donc on repend rarement. Enfin, une dernière chose, et je crois qu'il faut le retenir et le dire, il n'y a aucune différence d'attitude dans le traitement entre les entorses du compartiment radial et celles du compartiment cubital. Elles sont aussi graves l'une que l'autre et leur traitement doit être chirurgical lorsqu'elles sont avec des laxités ou des arrachements osseux, ou orthopédiques en cas de non-arrachement osseux ou d'absence de laxité. Cette lésion, une fois réparée, nécessite une immobilisation post-opératoire d'environ 30 jours que nous réalisons maintenant à l'aide d'une bande de résine pré-imprégnée qui permet de faire des appareillages le plus réduit possible, à la fois efficace, simple et facile à porter. Donc le membre et la partie opérée sont habillés d'un jersey hydrofuge avec le moins de rembourrage possible, de façon à faire un appareil aussi réduit que possible. La bande est imprégnée quelques secondes dans de l'eau tiède et polymérisera toute seule. Il faut résister bien, hein. Je vais tourner autour. Écartez vos doigts. Et la polymérisation est obtenue en environ 5 à 10 minutes selon le temps de trempage, selon la température de l'eau et température ambiante. Lorsque l'on a affaire à des skieurs professionnels ou semi-professionnels, des skieurs de l'équipe de France, des jeunes gens de section sport-études, on leur demande carrément d'apporter un bâton de ski de façon à modeler la résine sur la poignée du bâton en forme, ce qui permettra de reprendre l'entraînement dans un délai extrêmement bref. Dominique Thomas, nous venons de voir l'aspect chirurgical. Comment s'adapte la rééducation selon le type de la lésion? Dans les cas simples, entorse bénigne où il y a seulement étirement ligamentaire, le traitement peut commencer tout de suite sous protection éventuellement d'une contention ou d'une attelle légère. Dans les entorses moyennes, l'immobilisation dure environ 1 mois sous protection de l'attelle que vous avez vu tout à l'heure. Dans les cas d'entorse grave, opérée, après l'intervention, il y a également une immobilisation d'1 mois. Et dans les 2 derniers cas, la rééducation va commencer au sortir de l'immobilisation. Cette jeune fille qui fait partie de l'équipe de Dauphiné de ski de piste a été opérée, elle a donc présenté une entorse grave. Elle est sortie de son immobilisation voici 3 semaines. Nous en sommes au stade actuellement de la récupération des amplitudes et de l'amélioration de la trophicité de sa main. Alors pour commencer, nous allons d'abord placer de la stimulation analgésique transcutanée en transarticulaire, c'est-à-dire que nous allons mettre des électrodes de part et d'autre de l'articulation métacarpophalangienne. Et cette patiente va régler l'intensité de la stimulation elle-même.
Cette modalité donc, de lutte contre la douleur peut être utilisée plusieurs fois par jour et certains patients ont même un appareil qu'ils peuvent emporter à la maison, appareil qu'ils peuvent louer. L'un des problèmes constants que l'on retrouve dans toutes les entorses graves des métacarpophalangiennes du pouce sont les phénomènes de raideur articulaire, aussi bien en extension qu'en flexion, qui limitent les amplitudes. Et la récupération des amplitudes représente un aspect essentiel de la rééducation de la main. Pour améliorer la contraction musculaire afin de permettre de tirer plus, d'augmenter l'amplitude articulaire en flexion et en extension, nous utilisons la stimulation électrique qui sera synchronisée avec la contraction volontaire du patient. Alors nous allons d'abord stimuler les muscles extenseurs abducteurs du pouce. Nous plaçons ici une électrode indifférente en regard du nerf radial. Et ici, l'électrode active qui est sur les tendons des longs extenseurs et abducteurs du pouce. Nous allons neutraliser la main afin d'éviter les mouvements du poignet et des autres doigts. Et nous nous servons pour ce faire d'un plateau canadien. Alors tu vas monter la stimulation pour voir si nous sommes vraiment au bon endroit. Tu la montes bien sûr quand tu la sens. Tu la sens là? Ça bouge pas bien encore. Tu le sens fort là? Voilà. Bon, là nous avons donc une bonne contraction et notre patiente va donc, en suivant le rythme que lui impose le stimulateur, écarter le pouce. Nous avons environ 5 secondes de contraction, de temps de travail, suivi par environ 5 secondes de temps de repos. Et l'effet moteur du courant électrique s'additionne à l'effet analgésique qui est toujours présent, ce qui permet au patient d'aller plus loin qu'elle ne le ferait par sa propre volonté. Nous allons maintenant faire travailler la flexion du pouce afin de récupérer les amplitudes de flexion, amplitudes qui sont indispensables pour une bonne fonction du pouce. Un pouce qui n'est pas mobile est un pouce qui est très limité. L'électrode proximale dispersive est placée en regard des nerfs cubital et médian, et l'électrode distale active, qui est ici négative également, du long fléchisseur du pouce. Nous allons immobiliser le poignet et les doigts grâce à cette bande de caoutchouc, cet élastique, qui est bloqué sur le plateau canadien. Et nous allons demander maintenant à la patiente donc, de régler l'appareil jusqu'à ce qu'on obtienne une contraction efficace. Voilà, est-ce qu'on est au bon endroit là? C'est bon? Alors tu vas monter progressivement la stimulation au fur et à mesure que tu sens tes possibilités. Et tu associes chaque fois ton travail volontaire. Après toute intervention chirurgicale, il y a une cicatrice. Et lorsqu'il y a une cicatrice, il y a évidemment des adhérences entre la peau et les plans profonds, à savoir le tendon du long extenseur du pouce, la capsule, les ligaments. Et ces adhérences empêchent la réalisation des amplitudes complètes. Il est donc important d'assouplir ces adhérences en mobilisant la peau par rapport au plan profond. Pour ce faire, nous utilisons le massage avec un petit peu de crème. Massage qui donc vise à mobiliser la peau, à la décoller du plan profond. Ce n'est pas toujours très agréable pour le patient, mais qui est quand même une phase indispensable dans la rééducation. En plus du massage manuel qui vise à mobiliser, nous pouvons utiliser certains appareils comme celui-ci, qui est carrément une ventouse. Ventouse que l'on va donc placer sur la cicatrice et qui aspire la cicatrice, et le massage permet donc de mobiliser la cicatrice grâce à cette succion d'air.
Ça fait mal un petit peu? Ouais. Mais c'est une façon très efficace de mobiliser les adhérences. Ça tire, hein? Technique très efficace, pas très agréable pour le patient. Nous utilisons systématiquement les ultrasons pour leur action fibrolytique de massage profond et également pour leur action antalgique. Ceux-ci sont faits sous l'eau. La minuterie est réglée sur 5 minutes. L'intensité sur 1,5 watts et nous le faisons en application pulsée. Le patient déplace tout doucement la sonde en regard de la cicatrice à vitesse lente. Les contentions représentent une technique efficace pour stabiliser une articulation métacarpophalangienne fragilisée par une entorse. Ces contentions interviennent à 2 moments dans la rééducation, soit d'emblée après pour que les réflexes de défense soient récupérés. L'entorse que nous allons voir maintenant a été décrite par M. Dixon. Elle est particulièrement efficace pour maintenir les mouvements de latéralité dans les entorses du ligament latéral cubital et également dans les entorses de la plaque palmaire de la MP du pouce. Elle se fait en 2 temps. Le premier temps sur lequel nous reviendrons est la pose d'un simple lacet qui est maintenu par le patient. Et le deuxième temps, circulaire d'une bande de sparadrap non élastique autour de la main avec comme limite palmaire le pli palmaire distal, la face dorsale de P1 du pouce. Plusieurs tours de bande sont ainsi posés. Ils se recouvrent au niveau de P1 du pouce, la face dorsale de P1, et ils s'écartent au niveau du bord cubital de la main. Pour une contention efficace, nous pouvons aller jusqu'à environ 6 tours de bande de sparadrap non élastique. Le sparadrap non élastique est ensuite coupé et c'est là qu'intervient le petit morceau de lacet que nous avons vu tout à l'heure. Il permet de pincer le cercle et de transformer ce cercle en un 8. En pinçant ainsi ce cercle, il solidarise, je fais un nœud avec ce lacet, qui peut être réalisé soit avec un lacet de chaussure, soit avec un lacet de quelque matériau que ce soit également en thermoplastique. Vous voyez donc cette contention. Ici, il est impossible d'écarter la première commissure. Le ligament latéral cubital est parfaitement protégé. Il est également impossible de ramener la métacarpophalangienne en hyperextension, ce qui protège la plaque palmaire dans le cas où il y a une lésion de celle-ci. Cette contention permet la saisie de bâton de ski ou la poursuite d'activités avec ballon type volleyball, handball, etc. Elle est très simple, elle est très facile à effectuer et elle est également très efficace. Fais une opposition, touche tes doigts comme ceci, là, et tu sens que ça tient bien, relâche, tu sens que ça tient. Et en plus, quand il y a un objet dans la main, ça augmente encore la qualité de la tenue de la contention. Cette contention doit être impérativement fabriquée en sparadrap non élastique. Voilà donc pour ce premier dossier, et merci encore au docteur François Moutet de nous avoir accueillis. Merci bien sûr pour sa collaboration. Jean-Étienne, nous n'allons pas perdre les bonnes habitudes, nous allons feuilleter ensemble la sélection du comité de lecture pour ce trimestre. Oui, et avant de voir les nouveautés sorties, je vais d'abord rappeler l'existence d'un livre qui justement a été écrit par l'équipe de chirurgie et de kinésithérapie du CHRU de Grenoble. Cet ouvrage donc s'intitule « Rééducation et appareillage de la main traumatique ». C'est un ouvrage qui est paru il y a déjà quelques temps, mais enfin, il est très bien fait, il est très détaillé par pathologie, avec donc à chaque fois eh bien, le traitement médical et le traitement kinésithérapie correspondant. Cet ouvrage donc est sorti aux éditions Masson et plus particulièrement dans la collection Monographie de Bois-Laris.
Je vous signale maintenant la sortie d'un nouveau livre aux éditions Frison Roche. C'est un livre signé du docteur Baudouin Chironi et qui présente les pathologies du coude. Il s'intéresse particulièrement au tennis elbow et au golfer's elbow, puisqu'en effet, dans la mesure où il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le golf, et bien maintenant il y a une nouvelle traumatologie qui est apparue en ce qui concerne cette activité sportive. Donc la lecture de ce livre permettra, pourrions-nous dire, au kinésithérapeute d'augmenter son arsenal thérapeutique, et cela grâce au schéma précis et aux examens. Je signale maintenant la sortie d'un très gros livre aux éditions Frison Roche toujours. C'est un ouvrage qui s'intitule donc Principes d'anatomie et de physiologie. C'est un ouvrage qui au début est plus particulièrement consacré aux étudiants. Mais il faut bien reconnaître quand même que sa mise en page et sa présentation en font un ouvrage de référence qui est donc vraiment valable pour tout le monde. Par exemple, le système lymphatique est décrit de manière claire et accompagné de schémas très précis et très bien faits. Maintenant, je vais quand même vous parler de parutions scientifiques différentes. Tout d'abord, dans le journal de la traumatologie du sport, dans le dernier numéro, vient de sortir deux articles que nous avons particulièrement retenus. Tout d'abord, un article concernant les entorses graves isolées du ligament interne de la cheville, et puis aussi un article qui traite du traitement chirurgical des épicondylites. Bien sûr, le journal de la traumatologie du sport est édité aux éditions Masson, tout comme d'ailleurs les annales de la kinésithérapie, dont le dernier numéro est entièrement consacré au rachis, et dans les articles qui sont présentés, nous avons particulièrement retenu un article traitant de l'activité tonique posturale dans l'analyse ergonomique de la situation de travail. Et puis, enfin, là ce n'est pas une nouveauté, mais surtout c'est un anniversaire, les 16, 17 et 18 juin auront lieu à Antibes le congrès et le 20e anniversaire de la Société française des kinés du sport. Et bien sûr, tous les kinésithérapeutes sont invités au 20e anniversaire de la SFKS. Merci pour cette annonce et cette revue de presse tout à fait complète. Nous avons touchant à la... Il s'agit de l'étude de la position du corps dans l'espace. Dans ce domaine, comme en particulier, les recherches vont bon train et beaucoup. Nous sommes allés à la rencontre d'un des spécialistes, le docteur Bernard Baron, directeur de recherche au CNRS, pour nous parler de cette activité tonique posturale, et nous l'avons rencontré chez lui, si j'ose dire, c'est-à-dire à l'hôpital Fernand Vidal. Eh bien, debout au repos, le corps n'est jamais immobile, il oscille en permanence suivant des rythmes particuliers et complexes dont l'amplitude et la fréquence rendent compte du fonctionnement des différents systèmes sensorimoteurs qui placent et maintiennent le centre de gravité dans le polygone de sustentation. Pour mettre en évidence et objectiver ce phénomène, nous avons créé le statokinésimètre, outil qui enregistre les déplacements du centre de gravité. Alors ça, c'est une définition très médicale. Donc je vais maintenant me tourner vers Jean-François Fabre. Quelle définition pourrait-on donner qui soit plus destinée aux kinésithérapeutes de l'activité tonique posturale? C'est l'ensemble des réactions ostéo-musculo-tendino-articulaires à point de départ des boucles sensorimotrices qui concourent à placer le centre de gravité à l'intérieur du polygone de sustentation avec un minimum d'énergie. Dans un premier temps, la patiente se tient simplement debout sur le statokinésimètre. Elle se place talons joints, pieds ouverts à 30 degrés et regard droit devant elle, fixant ainsi une barre située à 5 mètres dans le plan médian. Relié à un ordinateur, le statokinésimètre transmet alors toutes les variations de position du centre de gravité. Ensuite, ces variations sont traduites selon différents schémas. Tout d'abord, les variations vers l'avant et vers l'arrière sont mesurées dans le temps, et puis un autre calcul, en haut, à droite sur l'écran, permet de déterminer le centre par rapport aux mouvements antéro-postérieurs et latéraux. Toujours sur le statokinésimètre, cet appareil inventé par le docteur Baron, mouvement. En l'occurrence, comme il s'agit de Sophie Capmal, vice-championne de France de... Elle va effectuer un mouvement particulier et elle va maintenir la position pendant une vingtaine de secondes. Le mouvement est exécuté très lentement, tandis que l'ordinateur enregistre toutes les dysfonctions du centre de gravité qui découlent de cette position. Troisième phase de l'expérience, la patiente va recommencer le même mouvement, mais en étant asservie d'un champ magnétique permanent de 1500 Gauss. Ce stimulateur particulier
est placé sur des groupes musculaires de la jambe libre. Car en effet, dans l'activité tonique posturale orthostatique, le muscle n'existe pas en termes d'entité anatomique, mais en tant que groupe de fibres rouges toniques involontaires automatiques. Ces groupes de fibres rouges parcourent un certain nombre de muscles pour réaliser la mise en place du centre de gravité à l'intérieur du polygone de sustentation avec une dépense minime d'énergie. Ainsi donc, dans le cas présent, on provoque à l'aide d'une plaque magnétique un changement du tonus et en conséquence, on procède à une modification de l'activité tonique posturale. Ces différentes recherches réalisées par le Dr Baron ont obtenu un certain écho dans le monde médical international et aujourd'hui, les médecins étrangers viennent étudier cette technique. Au Japon, nous utilisons nous aussi, comme en France, la statokinésimétrie. Et cela plus spécialement dans le domaine otorino-laryngologique. Mais nous n'utilisons pas encore la thérapie magnétique. Donc ce que nous voulons, c'est étudier les effets des champs magnétiques sur les labyrinthes. Je suis venu en France pour apprendre l'utilisation de ces champs magnétiques dans l'activité tonique posturale et voir son application dans les thérapies otorino-laryngologiques. Si l'on observe les résultats enregistrés et imprimés grâce à l'ordinateur, nous allons constater que lorsque la jambe libre de la patiente est asservie d'un champ magnétique, celui-ci améliore le centre de gravité dans le polygone de sustentation. Mais en revanche, lorsque la jambe libre ne portait pas de plaque magnétique, alors là, le centre de gravité laissait apparaître un certain nombre de dysfonctions. Ainsi donc, la statokinésimétrie permet-elle d'objectiver la posture dans ses moindres détails. Mais bien évidemment, on ne peut pas imaginer les kinésithérapeutes équipés comme un laboratoire du CNRS. Et dans ce cas, il existe des possibilités d'examen clinique très simples. Nous avons à notre disposition un certain nombre de tests cliniques mis au point par le Dr Baron. Ces tests sont le test de convergence des fibres lentes, le test de déviation des index. Les deux mêmes tests asservis d'un collier cervical et le test de piétinement d'Unterberger-Fukuda. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'activité tonique posturale et la kinésithérapie, quelle relation y a-t-il entre les deux et comment la kinésithérapie intervient-elle dans l'activité tonique posturale? La kinésithérapie présente à sa disposition un arsenal thérapeutique assez considérable. Et je pense plus particulièrement à certaines formes de massage, des massages sous forme de techniques de facilitation ou d'inhibition des syncynésies automatiques et dans le cadre de ce service, la physiothérapie et plus particulièrement les champs magnétiques permanents. Alors, quel est l'intérêt pour un kinésithérapeute de savoir régler les petites dysfonctions de l'activité tonique posturale? Le réglage de ces petites dysfonctions est très important, car il permet de bien régler la préparation à l'action, c'est-à-dire le réglage des haubans musculaires qui permettent de placer et maintenir le centre de gravité à l'intérieur du polygone de sustentation et d'avoir une activité motrice performante. Je pense dans le cadre de l'activité sportive au joueur de basket qui doit avoir le réglage de ses syncynésies abductrices particulièrement bien réglées pour être adroit. Je pense à la boxeuse qui doit avoir de bons réglages de ses syncynésies de placement pour avoir des coups efficaces. Je pense aussi au joueur de tennis qui, pour placer son service, doit avoir de bonnes syncynésies musculaires involontaires automatiques. Et si on n'est pas sportif? Alors si on n'est pas sportif, deux phénomènes sont particuliers au niveau des dysfonctions. C'est le réglage d'un certain nombre de contractures qui apparaissent et qui sont particulièrement douloureuses et le réglage de déviation à la marche sous forme de petits mouvements parasites qui rend la marche non performante et maladroite. Nous reviendrons sur ce dossier de l'activité tonique posturale. En effet, cette activité peut être parfois perturbée et nous en verrons les applications en kinésithérapie. Mais pour l'instant, et pour ceux qui sont fidèles à notre magazine, vous le savez, notre invité est la page pratique. Notre invité aujourd'hui, Xavier Machuel, kinésithérapeute,
et la page pratique, 3 petits appareils très utiles à votre profession. Alors tout d'abord, cette tondeuse, quelle est sa nouveauté et surtout son intérêt pour vous? Son intérêt, c'est surtout la préparation de la peau avant tout strapping. Elle a l'avantage d'éviter le rasage, l'eau, etc. C'est une tondeuse à lame interchangeable et complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle est rechargeable par batterie. Elle est rechargeable. Faites-nous voir la lame, on l'enlève très rapidement. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien, ok, et on la change. Et la lame de rechange. Parfait. Alors, deuxième matériel, c'est... Alors là, je vais vous demander ce que c'est. Pour moi, c'est tout plat, dites-moi. Et à quoi ça sert surtout? Voilà, c'est une double peau adhésive de protection, en prévention des ampoules et protection des petites plaies. Dans le cas de certains sports comme le... Voilà, le tennis, c'est vraiment le sport de choix. On va voir ça à l'image. Une petite séquence pour voir l'application, vous nous la commentez. Voilà, hein, là c'est en protection pour l'éminence hypothénare. Alors le kiné a déjà enlevé l'adhésif, pose sa main pour provoquer un effet de chaleur qui va permettre de faire coller cette double peau. On enlève la deuxième partie de l'adhésif, c'est ça? Voilà, on évite bien les faux plis. Ça demande combien de temps? Là on a accéléré un peu. Il faut compter 1 à 2 minutes, hein, pas plus. Un petit coup de pouce. Voilà, et le manche de raquette viendra s'appliquer après, juste sur cette double peau, et en protection de l'éminence. Et on peut rejouer. Voilà, on est prêt pour un match. Très bien. Troisième petit matériel bien utile, on l'a vu si vous avez été très attentif dans le premier dossier, c'est un appareil qui à l'origine n'est pas du tout prévu pour vous, si j'ose dire. Voilà, au départ c'est pour aspirer le venin lors de cas de piqûre ou de morsure de serpent. C'est une ventouse qui va permettre le massage de toutes les cicatrices qui sont un petit peu adhérentes au plan profond. Voilà. Voilà. Et on l'a vu dans le sujet tout à l'heure où il s'agissait de l'entorse de... Ça nous aide bien au massage des cicatrices adhérentes. Voilà, merci beaucoup pour cette page pratique. Dernier dossier de ce kiné vidéo numéro 3, la kinésithérapie respiratoire, un dossier important. Vous en avez vu le premier volet le trimestre dernier. Cette fois, nous allons aborder les problèmes d'aspiration nasopharyngée, toujours avec nos 2 spécialistes, à savoir messieurs Claude Vincent et Christian Fosser. De la naissance jusqu'à l'âge de 6 semaines, un nourrisson respire uniquement par le nez. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 6 semaines que progressivement, il va acquérir une respiration à la fois buccale et nasale. On peut donc dire que toute obstruction nasale chez un petit enfant de moins de 6 semaines peut être extrêmement grave puisque la ventilation est compromise. Et au-delà de 6 semaines, cela présente des inconvénients très importants. Et oui, le nez est réchauffeur, humidificateur et est aussi un filtre de l'air aspiré. Et que le nez encombré, que l'obstruction nasopharyngée est un élément qui va rendre difficile l'alimentation, qui va compromettre la tétée et le suçage du pouce, qui va favoriser la surinfection. Et je crois que la désobstruction nasopharyngée est un geste de bon sens pour la maman, pour l'infirmière et le kinésithérapeute. Pour le kinésithérapeute, c'est un geste inaugural de la séance de kinésithérapie respiratoire. Pour l'aspiration nasopharyngée, on dispose de 2 types de sondes, soit des sondes en plastique transparente, soit une sonde en caoutchouc, et j'avoue que nous préférons nettement ce type de modèle qui est moins traumatisant. La sonde, pour des raisons d'asepsie, baigne en permanence dans un produit antiseptique dilué, comme par exemple le Corsolec. C'est un produit que l'on se procure facilement, mais il existe aussi d'autres produits très efficaces. Cette sonde baigne en permanence dans une dilution de 2,5%. Mais avant d'utiliser cette sonde pour aspirer l'enfant, il faut bien évidemment la rincer dans de l'eau stérile, car ces produits sont toxiques pour les muqueuses de l'enfant. On peut aussi la rincer abondamment sous l'eau du robinet, qui est propre et stérile. Pour le recueil des sécrétions, on utilise un autre type d'appareil. Et oui, on peut être amené à faire, sur prescription médicale, des prélèvements stériles pour mettre en évidence, par exemple, la présence de VRS en nasopharynx. Et on utilise donc cet appareil qui est un mucus extractor et qui est muni d'une sonde malheureusement en plastique, mais on est obligé d'en passer par là. Et cet appareil a la particularité, une fois que l'on a fait le prélèvement, eh bien, sans toucher
à quoi que ce soit, on referme le bouchon et on a un prélèvement que l'on emmène au laboratoire. Alors je pense que maintenant tu vas nous parler de cet appareil qui nous permet l'aspiration. Bien sûr, pour faire l'aspiration nasopharyngée, il faut un aspirateur de sécrétion, par exemple du type de celui-là, qui est un appareil de fabrication allemande, mais il en existe d'autres sur le marché français. Nous aimons bien celui-là parce qu'il est léger, facilement transportable, il pèse 1,5 kg et il est bien adapté au déplacement du kinésithérapeute au domicile de ces petits malades. Alors, il a aussi une particularité, c'est qu'il a un manomètre qui permet de régler la dépression. On peut la faire varier en fonction de la densité des sécrétions à aspirer, mais aussi de l'âge des malades. Le bocal que vous voyez ici est le bocal de recueil des sécrétions, et celui-ci est un bocal de sécurité qui évite l'inondation du compresseur par les sécrétions. Pour déclencher l'aspiration, il suffit d'obturer avec son doigt la prise de vide et l'aspiration se fait de cette façon. Il faut maintenant utiliser ce matériel que nous venons de vous présenter. Pour aspirer, avec cette sonde de caoutchouc grise, il faut comprendre que la longueur à introduire dans la narine sera égale à 1,5 fois la distance qu'il existe entre l'aile du nez et le tragus de l'oreille. La pénétration de la sonde dans la narine se fait perpendiculairement au plan du visage. On utilise la courbure naturelle de cette sonde en caoutchouc. La progression se fera ensuite vers le bas. La sonde descend dans les fosses nasales, dans le cavum, et souvent, en arrivant au carrefour aérodigestif, elle provoque la toux. Si la progression de cette sonde continuait, elle intube l'œsophage et descend dans l'estomac. Elle ne pénètre jamais dans la trachée. Le vide étant mis en service, on remonte la sonde lentement pour aspirer les sécrétions. C'est ce que nous allons vous montrer maintenant sur bébé Gary. L'aspiration nasopharyngée se fait de la façon suivante. On introduit la sonde dans une narine et puis dans l'autre narine. On aspire ensuite la cavité buccale. On peut utiliser d'autres techniques que l'aspiration nasopharyngée pour éliminer les sécrétions. Par exemple, le reniflement. Il suffit d'obturer la bouche de l'enfant sur le temps inspiratoire. Ou alors le moucher, qui est le déclenchement d'une toux provoquée avec la bouche obturée. Les sécrétions sont alors éliminées par le nez, comme le serait un mouchage volontaire. Mais ces aspirations sont toujours faites dans l'espace nasopharyngé. Pour aspirer l'enfant au niveau de la trachée ou des bronches souches, il faut que cet enfant soit intubé ou trachéotomisé. Trachéotomisé, c'est une situation que l'on peut rencontrer en ville, à domicile, et c'est ce que nous allons vous montrer maintenant. L'aspiration endotrachéale commence par le débranchement de l'appareil de la ventilation et la sonde d'aspiration est introduite très rapidement dans le tube endotrachéal. Elle pénètre très en avant dans le poumon, comme on peut le voir sur cette radio. Le vide est mis en service. L'enfant est rebranché rapidement à son ventilateur, car le risque est un sevrage trop prolongé. Pour aspirer électivement un poumon, on peut faire une rotation de la tête. Par exemple, ici, la tête est tournée sur le côté droit.
et on aspire électivement le poumon gauche. Si la tête est tournée à gauche, on aspirera le poumon droit. Alors nous voici devant un autre mode d'aspiration trachéale, et cet enfant est venu chez nous pour un bilan pour la journée et sera chez lui ce soir avec papa et maman et sera pris en charge demain par un kinésithérapeute pour les soins d'aspiration et de nettoyage trachéobronchique. Alors pour bien aspirer un enfant qui a une trachéotomie, il est nécessaire de prendre un bout de vêtements, si on a, pour qu'on mette bien en extension la trachéotomie. Et à partir de cette bonne situation, de cette bonne position, une aspiration trachéale. Une sonde d'aspiration, un aspirateur. J'introduis la sonde, beaucoup moins profondément que tout à l'heure. L'enfant touche tout de suite et je recueille la sécrétion issue directement de la trachée. Je peux m'attarder longtemps puisque l'enfant est en ventilation autonome et qu'il supporte très bien cette aspiration. Pour favoriser la fluidification des sécrétions, on utilise des mucolytiques et le plus couramment utilisé est le sérum physiologique stérile. Prochain volet de ce dossier sur la kinésithérapie respiratoire, l'accélération du flux expiratoire. Voilà, fin de ce kiné vidéo numéro 3. Nous nous retrouvons dans un trimestre. En attendant, merci beaucoup de nous être fidèles. Vous allez voir défiler le sommaire du prochain numéro. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez parfaitement nous écrire à l'adresse que vous allez voir également sur votre écran. Merci. Rendez-vous donc dans 3 mois.